Hawker Hurricane, pilier du Fighter Command de la Royal Air Force pendant la bataille d'Angleterre. Durant le fatidique été 1940, les 2/3 des chasseurs monoplans britanniques étaient des Hurricanes. Ce fut cet appareil solide et discret qui subit le plus fort de l'assaut de l'armada aérienne d'Hitler. Plus de 1700 Hurricanes participèrent à la bataille d'Angleterre dans les rangs du Fighter Command de la RAF. Les 2/3 des appareils ennemis abattus furent victimes d'un Hurricane. Les exploits des Hurricanes ont depuis longtemps été éclipsés par un autre avion de légende, le puissant et élégant Spitfire. La structure 100% métallique du Spitfire en faisait un avion révolutionnaire dont les performances surclassaient de beaucoup celles du Hurricane. Pourtant, la simplicité démodée et la solidité du Hurricane étaient parmi ses plus grands atouts. Il pouvait être produit rapidement et à peu de frais, en grande quantité et selon des techniques bien rodées. La production était d'une importance capitale. En 1940, la RAF affronta la plus importante force aérienne dans le monde. S'il n'y avait eu qu'un petit nombre de Spitfires pour s'opposer aux flottes de bombardiers de la Luftwaffe, la RAF et l'Angleterre auraient rapidement été écrasées. Au lieu de cela, le résultat fut une victoire qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale. La technologie du Hurricane était en beaucoup de points révolutionnaire à l'époque de sa conception, bien qu'elle puisse paraître très primaire de nos jours. C'était un chasseur monoplan à une époque où beaucoup croyaient que les monoplans étaient inférieurs aux biplans en combat rapproché. Il était caréné et possédait un train d'atterrissage rétractable. C'était le premier chasseur équipé de 8 mitrailleuses et un avion remarquablement rapide. En 1935, année de son premier vol, Hurricane pouvait déjà atteindre 510 km/h à une altitude de 16 200 pieds. Une telle vitesse aurait été inimaginable à l'époque où ses prédécesseurs, des biplans, survolaient encore les tranchées de la Première Guerre mondiale. En 1917, le rôle des chasseurs était déjà clairement défini. Ils devaient contrôler le ciel au-dessus des champs de bataille et de leurs arrières pour empêcher l'ennemi de bombarder, mitrailler ou espionner. Dans le même temps, le chasseur devait éviter de se faire abattre par l'ennemi pendant qu'il effectuait ses opérations cruciales. Le chasseur était soudain devenu un instrument spécialisé dans la lutte pour la suprématie aérienne. Le plus célèbre chasseur britannique de la Première Guerre mondiale fut le Sopwith's Camel, qui fit son apparition en 1917. La société Sopwith's allait devenir quelques années plus tard la société Hawker Engineering, où fut créé le Hawker Hurricane. Le Sopwith's Camel était un avion d'une grande manœuvrabilité, ce qui convenait parfaitement au combat rapproché. C'était aussi l'avion britannique le plus fortement armé de son temps, avec 2 mitrailleuses Vickers synchronisées. Le Camel est un exemple typique des chasseurs biplans de la Première Guerre mondiale. Son fuselage était constitué de cloisons et d'entretoises, reliées intérieurement par des câbles en diagonale. Les ailes étaient faites de nervures en bois, montées sur des longerons, le tout recouvert de tissu.
la rigidité de la structure dépendait de longerons et de câbles de consolidation externe. Quelques chasseurs monoplans firent leur apparition pendant la Grande Guerre, le plus fameux étant le Fokker Heidecker. Mais en règle générale, les biplans étaient considérés comme bien plus agiles au combat. L'importance de la surface ailaire combinée avec une faible envergure le rendait diaboliquement manœuvrable. En dépit du développement des monoplans, le chasseur le plus performant à la fin de la guerre était encore un biplan, le Fokker D7. L'extraordinaire succès du D7 ne fit que renforcer la conviction que la manœuvrabilité était le facteur le plus important pour un chasseur. Et sur ce point, les biplans seraient toujours supérieurs aux monoplans. Cette conviction fut un sérieux obstacle au développement des chasseurs monoplans, même bien après la fin de la Grande Guerre. L'industrie aéronautique fut durement touchée par le sévère climat économique qui suivit la guerre, et cela même dans les pays victorieux. La demande chuta de plusieurs dizaines de milliers d'avions par an à seulement quelques centaines. Le marché croulait sous les surplus de moteurs, de pièces de rechange et d'avions militaires. Les forces aériennes du monde entier connaissaient une situation encore plus contraignante. En Grande-Bretagne, la politique de désarmement et les rigueurs économiques firent plonger le budget militaire. La toute jeune Royal Air Force, la composante armée la plus récemment créée, en fut la plus grande victime, et dans des proportions démesurées. En effet, le nombre total d'escadrons britanniques redescendit très vite en dessous même de son niveau d'avant-guerre. Mais en dépit des difficultés rencontrées par les industries de l'aviation civile ou militaire, les années qui suivirent la guerre furent néanmoins le théâtre de quelques-unes des plus grandes réussites de l'histoire de l'aviation. En 1919, John Alcock et Arthur Whitten-Brown réussirent la première traversée de l'Atlantique sans escale. Le voyage dura 16 heures et 12 minutes. En novembre 1923, Francesco G. Pinedo, aux commandes d'un Savoia Marchetti S-16, fit le trajet Italie-Australie-Japon en 80 étapes pour une distance totale de 53 000 km parcourue en 370 heures. Le public applaudissait les exploits de ces aviateurs et les records d'endurance et de distance ne cessaient de tomber. Mais les chefs militaires de tous les pays n'étaient pas sans saisir les implications de ces performances. Dans les guerres futures, un avion capable de parcourir de longues distances pourrait porter la mort et la destruction au cœur même d'une nation géographiquement éloignée. Au début des années 30, les politiciens, les chefs militaires, mais également le grand public, étaient obsédés par la puissance potentielle des bombardiers. On pensait alors qu'il n'y avait aucune défense possible contre une attaque massive de bombardiers. Le dogme de l'invincibilité du bombardier était si bien ancré dans les esprits que l'état-major et le gouvernement britannique ne jugeaient la puissance militaire de leur pays que par la puissance de leur flotte de bombardiers. De plus, Lord Trenchard, le chef suprême de la RAF à l'époque, comprit très vite que grâce aux bombardiers, la RAF pourrait tenir là le rôle stratégique égal, sinon supérieur à ceux de la marine ou de l'armée de terre. En conséquence, les fonds réservés au développement d'avions de chasse se virent réduits à l'extrême. Mais les adeptes du bombardier ne réalisaient pas que les avancées technologiques laissaient entrevoir des possibilités de chasseurs rapides et puissants à même de défier et de dominer les plus formidables bombardiers. Aux États-Unis, les avancées dans le domaine de la pétrochimie ainsi que le développement d'alliages légers et solides
allait permettre la naissance d'une nouvelle génération de moteurs très performants. Ces moteurs offraient déjà une puissance qui dépassait les rêves les plus fous des ingénieurs de la décennie précédente. Mais pour que ces nouveaux moteurs puissent exprimer tout leur potentiel, il allait falloir effectuer des changements radicaux dans la conception même des avions. Le plus important était de réduire à son plus strict minimum la traînée ou résistance à la pénétration dans l'air. Les pilotes de chasse préféraient toujours le traditionnel biplan, mais ce dernier posait d'inextricables difficultés aux ingénieurs voulant améliorer son aérodynamisme. Les deux ailes du biplan améliorent grandement son agilité. Mais les bords d'attaque des ailes sont une des principales sources de traînée et le biplan en possède 4 contre 2 au monoplan. Les haubans et les entretoises croisées augmentent également cette traînée, tout comme le cockpit ouvert. Des essais en soufflerie ont révélé que le biplan possède un autre défaut inhérent à sa conception qu'on appelle l'interférence. En effet, l'écoulement d'air autour des ailes supérieures perturbe l'écoulement d'air autour des ailes inférieures, ce qui réduit considérablement les performances. Il devint rapidement évident que la seule solution pour un avion offrant peu de traînée serait le monoplan. Mais la conception traditionnelle du monoplan incluait d'autres sources importantes de traînée. L'une d'entre elles était le train d'atterrissage fixe. Pour en améliorer l'aérodynamisme, on essaya d'habiller les roues d'un carénage spécial. Néanmoins, l'idéal restait l'idée du train d'atterrissage rétractable sous les ailes ou dans le fuselage de l'appareil. Un autre obstacle à l'aérodynamisme était le moteur en étoile. L'arrangement circulaire des cylindres augmentait de beaucoup la résistance. Plus les ailettes de refroidissement de chaque cylindre étaient grandes et efficaces, plus le problème de traînée s'accentuait. Des capots furent fixés sur les moteurs pour canaliser l'écoulement d'air, mais le problème ne fut pas résolu pour autant. La solution, adopter un groupe propulseur avec des cylindres en ligne ou en V. Quelques concepteurs essayèrent de créer l'appareil le plus aérodynamique possible, tout en l'équipant des moteurs et des carburants les plus performants. Leurs appareils s'affrontèrent alors dans le Schneider Trophy, une compétition annuelle de vitesse sur hydravion. En 1926, un monoplan italien piloté par Mario de Bernardi remporta la victoire devant le biplan américain, détenteur de plusieurs records mondiaux. L'avion de Bernardi, très aérodynamique, vola à la vitesse moyenne de 397 km/h. Dans les 5 années qui suivirent, les Britanniques essayèrent de battre les Italiens. Cette lutte acharnée favorisa la création d'une véritable écurie de monoplans ultramodernes. En 1931, à une vitesse de 550 km/h, le Supermarine S-6B remporta la 3e victoire de classe pour les Britanniques. Le Schneider Trophy devint alors à tout jamais la propriété des Britanniques. Ce qui importait pour l'avenir de l'aviation de guerre britannique était le moteur que Rolls-Royce avait développé pour ses avions de record. La génération suivante de chasseurs britanniques devait être propulsée par les descendants directs de ce moteur. L'aîné de ces avions fut le Hawker Hurricane. Mais le chemin entre un avion de vitesse pur sang et un chasseur fiable et efficace en combat comme le Hurricane fut long et ardu. La durée de vie de ces moteurs Rolls-Royce série R, entièrement montés à la main, était d'1 heure et demie. Le moteur d'un avion de combat doit pouvoir endurer des centaines d'heures de vol, très souvent à la limite de ses capacités. De plus, ce moteur doit pouvoir être produit à la chaîne et être d'un entretien aisé.
Les principes de conception de la cellule du Supermarine S6 étaient également très difficiles à intégrer dans la construction d'un chasseur fiable. Le développement du Spitfire exigea par exemple des techniques de production totalement nouvelles pour pouvoir travailler sur de nouveaux alliages. Mais la conception du Hurricane contourna habilement la plupart de ces problèmes. Cet appareil était à mi-chemin entre l'ancien et le moderne. Un homme a fait du Hurricane une combinaison des techniques de conception parmi les plus modernes et des méthodes de construction parmi les plus simples. Cet homme, ingénieur en chef de la Hawker Company, s'appelait Sidney Cam. Cam avait rejoint la Hawker Company en 1924. Durant les 2 années qui suivirent, il joua un grand rôle dans la conception du bombardier Hawker Horsley. La grande particularité du Horsley était sa structure, qui comprenait déjà un châssis tubulaire dès 1928. Après le Horsley, Cam se lança dans la conception du Hawker Hart, un bombardier léger qui effectua son premier vol en juin 1928. Le moteur du Hart, un Rolls-Royce Kestrel, lui permit d'afficher la remarquable vitesse maximale de 296 km/h. Cette vitesse était supérieure à celle de tous les chasseurs de la RAF en service à l'époque. En conséquence, la production d'une version chasseur du Hart, le Demon, fut lancée. Cet avion équipa les escadrons de la RAF en 1931. Le projet suivant de Cam fut un chasseur biplan, le Hawker Fury. Le Fury, capable d'une vitesse de pointe supérieure à 300 km/h, représentait alors le summum du savoir-faire de la Hawker Company en matière de biplan. Mais lorsque le Fury 2 entra en service en décembre 1936, il était déjà obsolète. L'Allemagne d'Adolf Hitler se réarmait à grande allure et les ingénieurs allemands créaient des bombardiers monoplans dont les performances dépassaient celles des chasseurs britanniques les plus rapides du moment. Alors que la plupart des responsables britanniques s'obstinaient à considérer les biplans comme les chasseurs les plus efficaces, quelques personnes réalisèrent que la manœuvrabilité ne pouvait pas remplacer la vitesse. La seule réponse possible à la menace des bombardiers allemands était la création d'un chasseur monoplan rapide. Sidney Cam, à la Hawker Company, était arrivé à la même conclusion. Cam prit comme point de départ son propre chasseur biplan, le très efficace Hawker Fury. Cam voulait que le nouvel avion puisse être construit avec un outillage déjà existant. D'ailleurs, dans les premiers temps, le prototype originel ne fut qu'une version monoplan du Fury. Il conserva la structure du Fury biplan avec un châssis de fuselage constitué de tubes métalliques et de cadres en bois. Le tout fut recouvert de tissu, tout comme l'étaient les épaisses ailes cantilever. Cam rencontra de sérieux problèmes dans la conception de son chasseur aérodynamique. Les ailes devaient pouvoir supporter la tension et les chocs d'un vol à grande vitesse, et sans l'aide de câbles de consolidation ou d'entretoise. Elles devaient avoir une importante solidité interne. Mais la recherche d'aérodynamisme exigeait un train d'atterrissage rétractable. Les ailes devaient donc être assez épaisses pour pouvoir accueillir les roues. Selon les spécifications du ministère de l'Air, le pilote moyen devait être capable de faire atterrir son avion sur un terrain de moins de 1140 mètres de long. Ces avions ayant une vitesse très élevée à l'atterrissage, il était donc indispensable que les roues soient munies de freins. Le train d'atterrissage devait idéalement être très large, de manière à offrir plus de stabilité sur des terrains accidentés. Cam trouva une élégante solution. Faire que le train se rétracte vers l'intérieur, de sorte que les roues viennent se ranger dans la partie la plus épaisse des ailes. Ce concept explique le peu de pertes subies par les Hurricanes à l'atterrissage sur terrain difficile, contrairement au Spitfire.
En effet, le train d'atterrissage de ce dernier se rétractait vers l'extérieur, ce qui le rendait instable et sujet aux pertes d'équilibre à l'atterrissage. Le cœur de l'intercepteur monoplan de Sidney Cam était le moteur Rolls-Royce PV-12. Ce nouveau moteur descendait directement des moteurs de course du Schneider Trophy. C'était un développement du propulseur Kestrel, dont les premiers essais remontaient à 1933. Le PV-12, un 12 cylindres en V, avec un angle d'ouverture des cylindres relativement fermé, était parfaitement adapté au degré d'aérodynamisme que Cam recherchait pour son nouveau chasseur. Mais cette configuration en ligne allait générer des problèmes imprévus. Un moteur en ligne nécessite un refroidissement par liquide, au contraire d'un moteur en étoile, dans lequel l'air circule librement autour des cylindres. De ce fait, le système de refroidissement du Hurricane se montra très vulnérable aux attaques ennemies. Le PV-12 était équipé d'un compresseur simple étage qui, en haute altitude, offrait 60% de puissance supplémentaire par rapport à un Kestrel. Tout comme le Merlin C, ce moteur avait une puissance de 1030 chevaux. En janvier 1935, alors que le projet de Cam était déjà très avancé, le Merlin C n'avait pas encore volé et il était toujours sujet à des problèmes de mise au point. Ce n'est qu'en août de la même année que le Merlin put être enfin installé sur le prototype Hurricane K5083. Le 6 novembre, sur l'aérodrome de Brookslands, le K5083 prit son premier envol. Les tests qui suivirent démontrèrent que l'appareil correspondait parfaitement aux attentes de son concepteur. À l'altitude de 16 000 pieds, le prototype atteignit une vitesse de 510 km/h. Une nouvelle ère s'ouvrit alors pour les avions de chasse britanniques. En février 1936, le prototype Hurricane arriva au centre d'aviation et d'armement de Marshall Heath pour une période d'essai. Ses premiers pilotes furent hautement satisfaits de ses qualités de manœuvrabilité en dépit de la résistance du manche à haute vitesse. Le 3 juin 1936, une commande de 600 appareils fut passée à la Hawker Company. Le nom Hurricane fut quant à lui définitivement approuvé par le ministère de l'Air le 12 juin. Selon le planning d'origine, les premiers Hurricanes devaient être livrés à la RAF au début de l'été 1937. Mais on décida d'attendre que le nouveau moteur Merlin C, que l'on appellera plus tard Merlin II, soit prêt et finalement le premier Hurricane L1547 de série ne prit son envol qu'au mois d'octobre. Cam et son équipe passèrent les mois précédant la livraison à améliorer le concept initial. Les volets furent ainsi modifiés. Il fallut 5 prototypes avant d'adopter la version définitive de la verrière du cockpit. Le résultat offrait la combinaison d'une bonne visibilité, ce qui est une question de vie ou de mort pour un pilote de chasse, et la possibilité d'une ouverture rapide en cas d'urgence. On y ajouta plus tard une verrière résistante aux balles ainsi qu'une cloison pare-feu blindée derrière le tableau de bord. Sidney Cam avait tout d'abord envisagé un armement de 4 mitrailleuses. Mais le ministère de l'Aviation décida que 8 mitrailleuses seraient plus efficaces. En effet, pendant un combat à grande vitesse, il est possible que l'ennemi ne passe pas plus de 2 secondes de suite dans le viseur du pilote. La plus grande puissance de feu offerte par 8 mitrailleuses augmente ainsi la probabilité de détruire l'adversaire au premier passage. Le ministère évalua les différentes mitrailleuses présentes sur le marché mondial. Son choix se porta alors sur une arme américaine, la Colt Browning.
C'était une arme très fiable, qui en outre possédait l'avantage d'accepter les balles standard 303 des fusils de l'armée britannique, moyennant une légère modification. La disposition choisie fut de placer 2 groupes de 4 mitrailleuses dans chaque aile du Hurricane. Les Brownings furent placés hors du champ de l'hélice, afin de pouvoir se passer du dispositif de synchronisation qui ralentissait de beaucoup la cadence des tirs. Chaque mitrailleuse était dotée d'assez de munitions pour assurer 14 secondes consécutives de feu. Comme les mitrailleuses étaient montées dans les ailes, les pilotes ne pouvaient plus se pencher hors du cockpit pour décoincer les cartouches, comme ils le faisaient sur leurs anciens biplans. On comprend donc l'importance vitale de la fiabilité de la Colt Browning, dont le taux d'interruption de tir n'était que de 1 sur 15 000. Les escadrons de la RAF commencèrent avec sérieux leur conversion au Hurricane au tout début de l'année 1938. Le changement fut radical pour ces pilotes habitués à la lenteur des biplans. La vitesse élevée du Hurricane à l'atterrissage par rapport au biplan fut la cause de beaucoup de petits accidents. Le moteur Merlin était également une source de problèmes. Il lui arrivait de caler sans raison apparente, souvent avec des conséquences fatales. L'hélice en bois standard à 2 pales, qui équipait les appareils, se révéla hautement inefficace. À cause d'elle, l'avion semblait manquer de puissance au décollage. Mais dès la fin de l'année 1938, les Hurricanes de série furent dotés d'une nouvelle hélice, une de Havilland métallique à 3 pales et 2 angles. Malgré une augmentation sensible du poids, les performances ascensionnelles de l'appareil en furent grandement améliorées. Un aileron ventral fut ajouté pour un meilleur contrôle des vrilles. La roue arrière, qui à l'origine devait être rétractable, se révéla peu fiable à l'usage. Elle fut donc fixée de façon permanente en position extérieure. L'influence du Hawker Hurricane s'exerça sur les stratégies de défense britanniques dès ses premiers vols dans les rangs de la RAF. La doctrine d'invulnérabilité du bombardier était la cause d'une course effrénée avec l'Allemagne dans la construction de ce type d'appareil. Les plus hautes autorités, en effet, étaient persuadées qu'en cas de guerre, la victoire reviendrait inévitablement à la nation qui posséderait alors la plus grosse flotte de bombardiers. Pourtant, un homme réalisa que l'existence même de ces chasseurs à grande vitesse bouleverserait complètement la situation. Cet homme était le nouveau ministre pour la coordination de la défense, Sir Thomas Inskip. Il en conclut que la course aux bombardiers était hors de propos. Aux grandes dames du général de corps aérien Trenchard, Inskip soutenait qu'une flotte de chasseurs suffisamment importante empêcherait les bombardiers ennemis de porter le coup fatal que tout le monde appréhendait. Et comme la construction d'un chasseur était plus rapide et moins onéreuse que celle d'un bombardier, une défense composée d'un grand nombre de chasseurs procurerait un avantage décisif dans une guerre d'usure. C'est l'opiniâtreté d'Inskip à intensifier la production de chasseurs qui posa les fondations de la victoire de la bataille d'Angleterre. Le 1er septembre 1939, les troupes d'Hitler fondent sur la Pologne. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Moins d'une semaine plus tard, les premières unités du corps expéditionnaire britannique débarquent en France. Peu de temps après, 4 escadrilles de Hurricanes de la RAF les rejoignent. Le chasseur monoplan révolutionnaire de Sydenham n'allait pas tarder à recevoir son baptême du feu. La Grande-Bretagne et la France n'opposèrent aucune réaction à l'invasion de la nation alliée polonaise par la machine de guerre allemande. Il y eut quelques échanges d'artillerie entre la France et l'Allemagne sur leurs frontières communes et des bombardiers britanniques lâchèrent des prospectus de propagande au-dessus de certaines villes allemandes.
C'était le début de la drôle de guerre, une période de conflits larvés et de petits accrochages. Le ralentissement des activités militaires qui suivit la chute de la Pologne ne concerna pas la Luftwaffe. Vers la fin du mois d'octobre, les vols de reconnaissance à haute altitude au-dessus du territoire français s'intensifièrent. Les avions espions allemands étaient tous des bombardiers bimoteurs Dornier 17. Le 30 octobre, un Hurricane intercepta un de ces appareils. Son pilote, le sous-lieutenant P.W. Homewood, appartenait à la première escadrille de la RAF. Ce Dornier fut le premier avion abattu par un chasseur de la RAF durant la Seconde Guerre mondiale. Le 8 novembre, un chasseur de l'escadrille 73 remporta sa première victoire, cette fois encore sur un Dornier 17. C'était la première victime d'un pilote qui allait devenir par la suite une légende, le lieutenant James Edgar Kane. Cobber Kane, comme on le surnommait, était néo-zélandais. Il fut le champion de la RAF durant la campagne de France avec 14 victoires à son crédit. 2 semaines après leur première victoire, les Hurricanes de la RAF avaient abattu 5 Dorniers supplémentaires ainsi qu'un Heinkel 111. Les Hurricanes, grâce à leur vitesse et leur puissance de feu, étaient clairement des adversaires mortels pour les bombardiers allemands. Mais la première confrontation avec des chasseurs allemands était encore à venir. Le 22 décembre, 3 Hurricanes de l'escadrille 73 en patrouille sur le front furent attaqués par des chasseurs allemands à haute altitude. 2 Hurricanes furent abattus et leurs pilotes tués. C'était la première rencontre entre le Hurricane et le Messerschmitt 109, le chasseur qui allait devenir son plus féroce ennemi durant la bataille d'Angleterre. Ce chasseur était équipé de 2 mitrailleuses synchronisées placées sur le carter du moteur, avec chacune 1000 coups, et de 2 canons montés dans les ailes avec 60 coups chacun. Son moteur Daimler-Benz 601A avait une puissance de 1175 chevaux et donc plus puissant que le Merlin II de Hurricane. Il était également plus rapide, avec une vitesse maximale de 560 km/h et beaucoup plus performant que le Hurricane à haute altitude. Contrairement aux chasseurs britanniques qui étaient équipés de carburateurs, le Messerschmitt 109 avait un moteur à injection, ce qui lui évitait les ratés dans les plongées violentes en combat. Néanmoins, le Hurricane possédait 2 grands avantages par rapport à son rival. Il était beaucoup plus résistant et aussi bien plus maniable que le 109 en combat rapproché. Pendant les premiers mois de l'année 1940, les chasseurs allemands s'aventurèrent de plus en plus profondément dans l'espace aérien français et les avions de reconnaissance à haute altitude de la Luftwaffe étaient plus occupés que jamais. Les Hurricanes enregistrèrent des victoires supplémentaires durant cette période. Pour beaucoup de pilotes de la RAF basés en France, cette augmentation de l'activité signifiait qu'une offensive allemande était imminente. Le 9 mai, Hitler leur donna raison. Les troupes allemandes envahirent le Danemark et la Norvège. Le lendemain, les Allemands lancèrent l'assaut sur la France et les Pays-Bas. Pour soutenir la campagne allemande à l'ouest, la Luftwaffe avait assemblé une flotte de plus de 4000 appareils, dont 1700 bombardiers et plus d'1 millier de chasseurs M109. Leur première tâche
était de détruire les forces aériennes alliées en France, en Belgique et en Hollande. 22 aérodromes alliés furent attaqués le premier jour. Les forces aériennes belges et hollandaises furent virtuellement anéanties. Mais la France et la Grande-Bretagne opposèrent une résistance féroce grâce à leur flotte de plus de 500 chasseurs, dont 8 escadrilles de Hurricanes de la RAF. Le premier jour, les chasseurs alliés présentèrent un bilan de 90 appareils allemands abattus pour seulement 20 pertes. Les performances de la chasse alliée le jour suivant furent tout aussi impressionnantes. Dans la seule journée du 11 mai, les Hurricanes de l'escadrille 501 remportèrent 6 victoires sans essuyer aucune perte. Le jour suivant, le bilan fut de 12 appareils allemands contre 2 Hurricanes. Ces chiffres donnent un aperçu de ce qui aurait pu être réalisé si le Hurricane avait été produit en plus grand nombre. Mais la taille même de la force aérienne ennemie rendait la défaite inévitable. Alors que les aérodromes les plus avancés de la RAF étaient abandonnés à cause de la pression étouffante de l'armée allemande, 32 Hurricanes étaient envoyés en renfort de Grande-Bretagne en une vaine tentative d'endiguer le raz-de-marée nazi. Le gouvernement français demanda 120 chasseurs supplémentaires, mais le commandant en chef de la RAF, Sir Hugh Dowding, refusait obstinément de réduire une flotte de chasseurs déjà très diminuée. Le 17 mai, on enregistrait une perte totale de 71 Hurricanes en France. Dowding, avec une brutale franchise, déclara que si les pertes persistaient à une telle allure dans 15 jours, il n'y aurait plus un seul Hurricane en France ou en Grande-Bretagne. Le 21 mai, les escadrilles de Hurricanes furent évacuées en Grande-Bretagne, sauf 2. Beaucoup de pilotes durent détruire leur avion afin qu'il ne tombe pas entre les mains allemandes. La campagne de France était presque perdue et le corps expéditionnaire britannique se repliait sur Dunkerque avec l'espoir d'être évacué. Mais les Hurricanes durent retourner immédiatement au cœur du combat. Leur rôle, cette fois-ci, fut de défendre le corps expéditionnaire et la flotte d'évacuation pour éviter qu'il ne soit totalement détruit par la Luftwaffe. Pour les soldats au sol, constamment harcelés par les bombardiers et les avions en piqué allemands, la RAF ne donna pas l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses pour réduire leur malheur. Pourtant, la couverture aérienne de l'évacuation de Dunkerque nécessita la présence permanente de 16 escadrilles de Spitfire et de Hurricanes basées dans le sud-est de l'Angleterre. Les pertes s'accumulant, de nouvelles escadrilles entrèrent en action. À la fin de la bataille de Dunkerque, le 4 juin, 32 escadrilles de la RAF, dont 25 escadrilles de Hurricanes, avaient pris part au combat au-dessus des ports de la Manche. La RAF avait abattu 132 avions ennemis. Mais les pertes de la RAF avaient été sévères. 99 chasseurs étaient tombés pour couvrir l'évacuation. Depuis le début de la campagne de France, les pertes totales de la RAF s'élevaient à 477 chasseurs, dont 300 Hurricanes. Il ne restait plus que 367 Hurricanes et Spitfire pour assurer la défense de la Grande-Bretagne. La campagne de France laissait la RAF dangereusement affaiblie. Mais il restait une lueur d'espoir aux responsables de la défense de l'Angleterre.
Les nouveaux chasseurs de la RAF, les Hurricanes et les Spitfire, avaient démontré qu'ils étaient de redoutables appareils. À part en très haute altitude, le Hurricane pouvait rivaliser même avec le Messerschmitt 109. Le Hurricane avait été impliqué dans des milliers de combats qui s'étaient révélés très instructifs. Beaucoup de pilotes avaient ainsi vu leur vie sauvée par l'ajout non officiel d'un blindage au dos du siège de leur appareil. Ce blindage devint bien sûr très vite un équipement standard sur tous les Hurricanes. Le gel dû à la condensation en haute altitude affectait beaucoup les mitrailleuses Browning du Hurricane. Pour résoudre ce problème, on dilua de la paraffine dans l'huile de graissage des mitrailleuses. Un autre problème vint de l'humidité pénétrant dans les canons de mitrailleuses lorsque l'avion traversait une couche nuageuse. La solution appliquée fut d'entourer la bouche du canon avec du tissu pour rendre ce dernier étanche, du moins jusqu'à la première rafale. Une solution commune à ces deux problèmes fut découverte quelque temps plus tard, réchauffer les mitrailleuses par de l'air chaud arrivant du moteur. À la lumière de leurs premières expériences en combat, les pilotes Hurricane décidèrent de limiter la portée de tir de leurs mitrailleuses à 180 mètres au lieu des 600 mètres initiaux. Il en résulta une puissance de feu bien plus destructrice. Les performances du Hurricane furent également améliorées par d'autres modifications. En janvier 1939, les essais en vol d'une hélice Rotoll à pas variable et à 3 pales avaient été concluants. Cette hélice ajustait automatiquement son pitch dans les conditions de résistance à l'avancement ou du régime moteur, améliorant ainsi les performances ascensionnelles et réduisant de beaucoup l'usure du moteur. Ce dernier facteur était d'une importance capitale, les appareils étant souvent amenés à leur dernière limite. Plus de 1000 Hurricanes et Spitfire furent équipés ainsi d'une hélice Rotoll à pas variable des Havilland au plus fort de la bataille d'Angleterre. En avril 1939, les premiers Hurricanes aux ailes entièrement métalliques furent testés. À partir de mars 1940, tous les appareils de série reçurent ces ailes métalliques. La résistance à l'air s'en trouva réduite. Grâce à cette amélioration et à l'avènement du moteur Merlin III, la vitesse de pointe du Hurricane s'en trouva encore améliorée. Deux semaines après la conquête de la France, les Allemands préparaient déjà l'invasion de la Grande-Bretagne. Hitler et ses généraux avaient compris que la victoire dépendait de la capacité de la Luftwaffe à prendre contrôle du ciel du sud de l'Angleterre. Selon les calculs de Göring, 4 jours d'opérations aériennes intensives devaient suffire à vaincre le système de défense du sud de la Grande-Bretagne. La RAF devrait être par la suite totalement détruite au bout de 4 semaines supplémentaires. La Luftwaffe assembla 2 flottes entières en France et une 3e au Danemark et en Norvège, soit un total de 2800 appareils de combat. Eagle Day, le jour de l'Aigle, devait marquer le début de l'offensive, prévue au début du mois d'août. 5 semaines après, les troupes allemandes devaient traverser la Manche et commencer l'invasion. La Luftwaffe se préparait pour l'Eagle Day. Mais la RAF ne devait pas être laissée en paix pour autant. Göring ordonna à ses bombardiers d'attaquer les ports britanniques et les convois sur la Manche pour user les chasseurs anglais. Si la RAF envoyait ses chasseurs intercepter les bombardiers, elle subirait des pertes difficilement supportables. Mais si elle ne réagissait pas, les pertes de biens maritimes seraient encore plus cruelles. Le 1er juillet, la RAF possédait 57 escadrilles de chasseurs modernes. 29 de ces escadrilles étaient composées d'Hurricanes. 17 escadrilles d'Hurricanes faisaient partie du groupe 11, le secteur où se joua la majeure partie de la bataille d'Angleterre.
Les Hurricanes entrèrent en action pour la première fois le 13 juillet. 11 appareils de la 56e escadrille rencontrèrent une flotte de bombardiers Stuka, escortés par des Messerschmitt 109. 7 appareils allemands furent abattus contre 2 Hurricanes. Sir Hugh Dowding, commandant des chasseurs de la RAF, voulait à tout prix conserver ses chasseurs pour la bataille qui se préparait. C'est pourquoi il n'envoyait à chaque incursion ennemie que le plus petit nombre possible de Hurricanes et de Spitfire. Pourtant, à la fin du mois de juillet, après seulement 3 semaines de combat, la RAF avait déjà perdu 46 Hurricanes et 32 Spitfire, et 50 pilotes étaient morts. Pour l'unique journée du 8 août, 15 appareils britanniques furent abattus. Le 10 août, 30 chasseurs de la RAF furent perdus contre seulement 35 avions ennemis. La RAF ne pouvait pas soutenir une telle allure de perte, d'autant plus que la bataille d'Angleterre n'avait pas encore réellement commencé. Le 12 août, la Luftwaffe lança son premier grand raid contre des stations radars et des aérodromes avancés de la RAF. D'importants dégâts furent causés aux aérodromes, mais la couverture radar anglaise ne fut quasiment pas endommagée. 36 avions allemands furent abattus contre 13 Hurricanes et 6 Spitfire. C'était le prélude à l'offensive de l'Aigle, c'est-à-dire l'assaut déterminant qui devait détruire les forces de la RAF dans le sud de l'île en 4 jours, selon les plans de Göring. Entre le 13 et le 18 août, chaque aérodrome situé entre l'estuaire de la Tamise et la Solent fut la cible des bombardiers de la Luftwaffe. 34 aérodromes et centres radars furent attaqués, certains plusieurs fois de suite. Les chasseurs britanniques, totalement dépassés en nombre, étaient en grande difficulté. De plus, les fréquentes interruptions de la couverture radar handicapaient les interceptions. Néanmoins, le 15 août fut la pire journée pour l'aviation allemande. 71 appareils ennemis furent abattus pour seulement 29 Hurricanes et Spitfire. Plus la bataille d'Angleterre s'intensifiait et plus la valeur du Hurricane grandissait aux yeux des pilotes, mais aussi des responsables de la RAF qui avaient pour tâche de préserver la flotte d'appareils en tant que force de défense. Les pilotes devaient parfois retourner au combat plusieurs fois par jour pour affronter des hordes de bombardiers et leur puissante escorte de chasseurs. Mais les pilotes de Hurricanes pouvaient néanmoins avoir la certitude que leur avion était le plus résistant et le plus solide que l'on puisse trouver dans les deux camps. Même les tirs de mitrailleuses du Messerschmitt 109 ne pouvaient qu'assez rarement avoir raison d'un Hurricane. Des centaines d'Hurricanes sont ainsi revenus à leur base à des degrés divers d'endommagement qu'aucun autre chasseur n'aurait pu supporter. Hurricane possédait un autre grand avantage en combat par rapport au Spitfire. L'épaisseur de ses ailes permettait aux 8 mitrailleuses d'être plus regroupées que sur le Spitfire, ce qui lui donnait une puissance de feu bien plus concentrée. Les meilleurs pilotes Hurricane pendant la bataille d'Angleterre étaient ceux qui pouvaient tirer le maximum de leur puissance de feu.
Douglas Bader, qui avait perdu ses 2 jambes dans un accident d'avion avant la guerre, commanda l'escadrille 242 pendant la plus grande partie du conflit. Il abattit 11 appareils allemands aux commandes de Hurricane. Ginger Lassay de la 501e escadrille avait déjà abattu 5 avions allemands en France. Il en descendit 18 de plus pendant la bataille d'Angleterre, devenant ainsi le pilote le plus titré de toute la RAF. Josef František, un pilote tchécoslovaque de la 303e escadrille polonaise, comptabilisa 17 victoires contre la Luftwaffe. Entre les mains de pilotes habiles et courageux, Hurricane était un formidable chasseur, comme le prouvent les exploits de la 303e escadrille. Pendant le mois de septembre, les Hurricanes de cette escadrille ont connu le taux de victoire le plus élevé de la RAF. Lorsque la bataille d'Angleterre prit fin, 695 Hurricanes avaient été perdus en combat. Mais 1537 avions allemands avaient été détruits et plus des 2 tiers de ce chiffre étaient le fait d'Hurricanes. Le Hawker Hurricane avait complètement justifié la confiance de son créateur Sidney Cam de la Royal Air Force et des centaines de pilotes qui avaient volé sur cet avion. La bataille d'Angleterre fut l'heure de gloire du Hurricane, mais il se distingua également en Afrique du Nord, en Méditerranée et dans les Balkans à la fin de l'année 1940 et en 1941.